Salut, c'est Cynthia. Et Paul. On revient du futur pour vous dire que le podcast va être un peu long. Mais on y a mis tout notre cœur. Exactement, et plus c'est long, plus c'est... Plus c'est long, plus c'est bon. J'ai rien dit. Et donc du coup, voilà, accrochez-vous, c'est un pilote et on espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Et surtout, bonne Pride, parce que ça va le sortir le 26, donc le jour de la Pride parisienne. Exact, des gros bisous. Bisous. Ce podcast vous est proposé par Paul Philippon et Cynthia Zantou, moi-même, et a pour objectif de mieux comprendre les problématiques au sein de la communauté LGBTQIA+, à travers des témoignages et de proposer des pistes de réflexion et des explications sur des concepts encore mal connus, ainsi que des savoirs concernant des événements historiques en lien avec nos sujets. Ces sujets seront principalement axés sur la sexualité non hétéro et l'identité de genre. Alors Céline, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, c'était avec plaisir. Tu inaugures ce premier podcast, qui est aussi notre premier podcast. Eh bien, c'est avec plaisir que je me joins à votre aventure. On se présente ? Ouais. Du coup, moi, c'est Paul. Bonjour Paul. Donc j'ai 19 ans, je suis en lettres et arts et en sociaux à Diderot. Donc je suis gay, c'est tout. je sais pas c'est trop déjà quoi pas mal, dire. c'est déjà pas mal. Céline, tu veux te présenter ? Oui, je m'appelle Céline, je suis en lettres édition médias audiovisuels à la Sorbonne, en 2e année, et puis je me qualifie comme étant pansexuelle. D'accord. Ok, à moi. Je m'appelle Cynthia, j'ai 22 ans. C'est la première fois que je le dis, du coup ça fait bizarre, depuis très peu. Du coup moi je fais des études en psychologie à Nanterre. Et je suis... La question. Je suis plus lesbienne que bi. Donc voilà. C'est mon positionnement actuel, ok ? Mais en gros, voilà. Ce podcast, ça va être pour toi l'occasion de te demander si tu dois vraiment t'identifier. Exactement. Notre première émission s'appelle Pourquoi s'identifier ? Parce qu'on voulait faire référence du coup au sigle LGBTQ+. Il y a pas mal d'interrogations sur ce sigle et beaucoup de gens se moquent un peu de cet acronyme aussi, rallongent toujours. Et donc voilà, c'est le sujet du coup de ce premier épisode. Pour commencer, on va faire une petite présentation historique par Paul. C'est la note historique de Paul. L'histoire de l'acronyme LGBT est fortement liée à la mondialisation de la culture américaine, qui s'exporte à un niveau européen, puis français. Au commencement, à la fin des années 80 et au début des années 90, l'acronyme LGBT est créé aux États-Unis. Il apparaît comme une alternative au terme gay, les lesbiennes et autres minorités s'étant forgé leur propre identité. Il veut ainsi montrer la réalité plurielle du mouvement. C'est au début des années 90 que ce mouvement s'étend en Europe avec des marches internationales comme la World Pride ou l'Europride. Il y a alors un essor très important de la cause LGBT, véritablement encouragé par la mondialisation. En 1996, le terme gay, lesbian, bisexual and transgender pride remplace gay pride à la marche de Londres. Repris en 1998 à l'Europride de Stockholm en Suède, ce nouvel intitulé défend le slogan « L'unité par la différence », dans une volonté d'inclure et de visibiliser les LBT. C'est en 1999 que les prémices d'un mouvement LGBT voient le jour, grâce au débat sur le PACS, Pacte civil de solidarité, qui veut donner une première reconnaissance légale aux couples de même sexe. La naissance du mouvement Génération Anti-PACS pousse les associations spécifiquement lesbiennes et gays à collaborer. Dans la foulée, la création du collectif Lesbian and Gay Pride pousse les deux communautés à mener des stratégies d'action politique communes. En juin de cette même année, on renomme officiellement la Gay Pride en Lesbian and Gay Pride. En mai 2002, le collectif devient l'inter-associative lesbienne, gay, bi et trans, soit l'inter-LGBT, qui vous sera plus familier si vous connaissez un peu le militantisme parisien. Quelques mois plus tard, cette association renomme la manifestation en Marche des fiertés lesbiennes, gays, bi et trans, dont l'intitulé se veut plus inclusif. S'ensuit alors la création d'une unité politique, qui se caractérise par la diversité des sous-communautés. L'unité dans la différence prend tout son sens. Tandis que les associations spécifiques aux lesbiennes, gays, bi ou trans continuent d'exister, l'ensemble de la communauté LGBT peut aussi se rassembler dans des associations et lors d'événements fédérateurs.
Aujourd'hui, l'acronyme ne cesse d'évoluer, en reconnaissant d'autres sous-communautés comme les intersexes, les asexuels, les pansexuels, les queers, etc., donnant lieu aux acronymes LGBTQIA ou LGBTQIAAP+. Mais le plus récurrent reste LGBTQ, que nous avons choisi pour nommer ce podcast. Avec Cynthia, on a fait quelques élucubrations, on a préparé tout ça et tout. Et on a divisé notre émission en 2 grands thèmes, l'étiquette sociale et le sentiment d'appartenance. J'enlève mes pompes. De quoi ? J'enlève mes pompes, je suis comme chez moi. En fait, on peut se dire que l'étiquette sociale et le sentiment d'appartenance, c'est très lié. Mais voilà, on va voir en quoi ça peut être différent selon les cas, notamment dans le cas de Cynthia. Le cas bizarre, ok. Du coup, on commence par l'étiquette sociale, où on se demande un peu pourquoi donner un nom à son orientation sexuelle. Pourquoi c'est important en fait de mettre un nom sur son orientation sexuelle alors que les hétéros le font pas forcément ? Est-ce que c'est vraiment pour nous ou pour les autres en fait ? Je suis censée répondre ? Oui. Ok, alors pour moi... Qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, oui, c'est important de donner un nom à son orientation sexuelle, je dirais déjà pour pouvoir se construire soi-même et avoir en fait un sentiment d'appartenance, et c'est ce dont on va parler dans une deuxième partie, mais en fait c'est complètement important parce qu'on a besoin de sentir aussi qu'on appartient à une certaine communauté, qu'on n'est pas seul tout simplement. Sentir qu'on est seul, parfois ça peut être compliqué. Et je pense qu'il y a certains ados, par exemple dans certains pays où être gay c'est très mal vu, voire interdit, qui vont avoir l'impression d'être seuls au monde à vivre ça. Et puis quand ils vont s'intéresser à la question, par exemple à l'international, ils vont se rendre compte que non, en fait je suis pas tout seul. Et effectivement là, donner un nom à son orientation sexuelle, ça permettra à ces personnes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et qu'on vit ça tous ensemble. C'est ça. Et après, je pense que, bien sûr, c'est une nécessité sociale de se dire, de définir qui on est, parce que c'est comme quand on se présente, on s'est présenté tout à l'heure en disant, voilà, je suis gay, je suis pansexuel, et Cynthia, au moment de te présenter, toi, t'as eu un petit doute où tu t'es dit, comment je me présente face à l'autre, en fait, voilà. C'est ça. Et mais je pense pas que ce soit une nécessité pour autant. Je veux dire, là, l'introduction et la présentation qu'on a fait, c'est dans le cadre du podcast. Mais après, je sais pas pour vous, mais je présente pas mon orientation sexuelle quand je rencontre quelqu'un, tu vois. Non, bien sûr. C'est pas le premier truc auquel je pense. Non, bien sûr. Mais là, quand on est déjà dans une communauté, quand on est déjà dans le cadre LGBT, on se sent un peu de dire qui on est et de justifier un peu pourquoi on est là, parfois. Ouais, perso, après c'était surtout quand j'étais ado, mais j'allais dans une asso LGBT qui s'appelle le MAG LGBT. Et en fait, j'aimais bien demander aux gens, du coup, toi, t'es quelle lettre ? on savait tous qu'on était là pour une raison commune, quoi, on est LGBT. Je pense que ça peut être important de se donner une étiquette parfois plus précise, parce que justement, avant... comme j'en ai parlé dans l'intro, t'avais juste le mouvement homosexuel. Sauf qu'en fait, ça regroupe plein de gens. Déjà, les gays et les lesbiennes, c'est pas la même chose. Ils vivent pas la même chose. Les lesbiennes, elles vivent le sexisme en plus. Les bi ou les pans, ils vivent pas la même chose que les gays, puisqu'il y a une attirance pour le sexe opposé. Les trans, c'est pas du tout la même chose que les gays, lesbiennes, pans, même s'il y a des choses communes. Donc, c'est pour partager son expérience, quoi. Ouais, voilà, je pense que au sein de la communauté... Ce qui est intéressant aussi avec la transsexualité, c'est qu'on parle d'une identité sexuelle et plus d'une orientation sexuelle. Donc finalement, il y a aussi cette double étiquette, en fait, dans la communauté LGBT elle-même. Il y a l'idée de l'identité sexuelle et l'identité de l'orientation sexuelle. Du coup, c'est la transidentité plutôt qu'on dit. Est-ce que t'as dit transsexualité ? Pardon, transidentité, oui. T'inquiète, c'est juste comme genre... C'est assez... c'est des termes vieillots, et c'est difficile aussi, ça. En vrai, de se mettre à jour sur tous les termes, parce que ça change tellement vite
qu'on peut malheureusement utiliser un terme pas approprié, quoi, en fait. Ouais, enfin perso, genre je sais que le fait de me dire gay et tout, après bah, c'est de mon expérience d'avant, surtout, enfin avant Paris, parce que perso, de base, je viens pas de Paris, je viens d'une ville qui s'appelle Chartres, hors d'Île-de-France. Et ouais, bah je sais que j'étais un peu genre le gay du lycée. Et du coup, ça t'a apporté quoi de te dire que tu l'étais pas Bah, un phénomène de foire, je suis ça et Bah, je l'assume, quoi. ouais, C'est plus facile à justement, assumer. ça m'a pas mal aidé de me dire ok en fait je suis gay parce que je pensais vraiment que c'était genre, enfin j'avais aucun modèle lesbien ou gay autour de moi. Genre le premier couple gay que j'ai rencontré c'était à Paris quand j'avais 15 ans. Ah ouais, c'est tard quand même. Ouais, voilà, Ne pas avoir d'identification. c'est ça, et les seuls modèles que j'avais bah, c'était par la télé-réalité, donc on se rappelle peut-être de Benoît et... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez. Des personnages extravertis. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En même temps, c'est très 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 bien. Parce que moi, bah, j'ai rien contre les... Enfin, même moi, je suis efféminé, donc voilà, il y a pas de problème à être gay et efféminé, mais... En fait, bah, personnellement, autour de moi, l'homosexualité, elle a jamais vraiment été nommée avant que je m'intéresse vraiment à ça, que je mette des mots et que je me dise, ok, en fait, je suis gay, genre, c'est normal, c'est pas grave, il y a aucun problème à ça. Et que... Ouais, bah, je sais que dans mon expérience, ce mot, il a été déterminant. Enfin là, du coup, je reprends un peu mon propos d'Antastasia, qui est une vidéaste qui est asexuelle et biromantique, et qui parlait justement de la nécessité ou pas de s'étiqueter. Parce qu'on est dans un monde en ce moment où en même temps, c'est très bien, parce que voilà, il y a une pluralité des termes, pansexualité, queer, etc. Et du coup, t'as cet argument en mode, mais pourquoi s'étiqueter ? Puisque nous sommes plus que gays, lesbiennes, etc. Il y a des contraintes aussi à se restreindre dans une case, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Céline ? Justement, il y a des limites à ça, en fait, à cette étiquette, après, dans la manière dont les autres interagissent avec toi, et... Je comprends vachement de quoi vous parlez parce que moi au début je connaissais pas le terme pansexuel et je connaissais même pas le concept et du coup je me définissais comme étant bisexuelle parce que pour moi j'avais des attirances pour les hommes, pour les femmes, enfin en fait j'en avais rien à faire du sexe et en fait après j'ai découvert quand j'ai rencontré une fille qui était aussi qui se disait elle pansexuelle, j'ai découvert ce que c'était, je m'y suis intéressée, je me suis dit ah mais en fait ça j'ai l'impression que c'est plus moi. Mais du coup, il y a effectivement ce truc de se dire, ok, il y a des mots, il y a des cases préexistantes, il faut que je me mette dans une des cases. Alors que finalement, on peut être qui on a envie d'être. On n'a pas besoin de se catégoriser. Et aussi, ça crée malheureusement de la discrimination, de dire vraiment qui on est ou de se mettre dans une case. Parce que moi, personnellement, j'ai rencontré une lesbienne un jour qui m'a demandé à ce qu'on se fasse un rendez-vous. Je lui ai dit je sais pas encore quand est-ce que je serai trop disponible et en fait elle m'a déversé une haine contre les bisexuels qui était assez incroyable et elle m'a dit de toute façon vous les bisexuels vous ne savez pas ce que vous voulez. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit quand on est à l'intérieur de la communauté LGBT on est censé tous savoir ce qu'on vit un peu, s'entraider voilà, parce qu'on sait que ce qu'on vit c'est différent, c'est compliqué et c'est parfois difficile même. Et voir qu'en fait on n'était pas accepté par sa propre communauté, c'est difficile, ouais. Et après avec tes amis ou ta famille, est-ce que ça a des répercussions aussi de faire son coming out et de se dire, de se mettre une étiquette ? Moi je suis plutôt partisane de la fluidité, c'est-à-dire ce qui vient et... Donc l'étiquette elle freinerait en fait cette fluidité-là, du coup. Vu que c'est quelque chose de fluide, alors autant pas se mettre d'étiquette. Peut-être se mettre une étiquette au début pour se comprendre et pour banaliser en fait ça. Ouais, mais après l'étiquette elle est aussi importante pour les autres parce qu'elle est importante pour ses parents notamment. Moi je sais qu'aussi dans mon expérience il y a eu je sortais souvent avec des garçons au début de ma vie et puis j'ai complètement arrêté de sortir avec des garçons et un jour j'ai ramené une fille à la maison et ma mère quand je lui ai dit, je lui ai dit bon écoute maman il faut que je te dise quelque chose, voilà je suis pansexuelle et ma mère me dit ah mais je croyais que tu étais gay moi. Tu n'as fréquenté des garçons que quand tu étais au collège, donc je pensais que tu étais gay. Et je lui ai dit, non, je suis pas gay, et voilà, et depuis j'ai ramené plus d'hommes que de femmes à la maison. Mais ouais, malheureusement aussi, ce qui se dit pour les parents, quand on est pansexuel, quand on est bi, enfin quand on n'est pas totalement lesbienne ou quand on n'est pas totalement gay, nos parents ont toujours l'espoir aussi qu'on finisse dans une case hétéronormée. Exactement, ouais. Malheureusement. Ouais.
Parce que là, je sors avec un garçon, mais je me sens pas moins LGBT pour autant. Ouais, t'es pas devenu hétéro d'un coup. Ah ouais, clairement pas. Et des fois, je me dis, oh, j'espère que je ne vais pas devenir comme tous ces petits hétéros. Ouais, ouais. Et ça, dans une relation, faut aussi l'accepter, que la personne en face de toi, elle est pas hétéro, elle est LGBT, et bah ça fait partie d'elle, et c'est quelque chose que, ouais, il faut accepter. Après, je sais pas, c'est de ce que je me suis documenté, parce que j'ai regardé une chaîne qui s'appelle Let's Talk. En fait, c'est un couple lesbien où justement t'as une des meufs qui est bi. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma tête à me représenter. C'est Louisiane et Carla, non ? Ouais, Ouais, je justement, connais. Je regardais j'ai ça peut-être au moment où je me posais des questions sur mon identité. Ouais, exact. justement, Très bonne chaîne. Ils m'ont enfin elles m'ont beaucoup aidé. Parce que à ce moment-là, je sortais avec un mec bi qui n'a pas fait son... Enfin, c'était au lycée, n'avait pas fait son coming out. Moi, enfin, je pense que je parle au nom, entre guillemets, de pas mal de gens homo, que ce soit gay ou lesbienne. C'est qu'en fait, t'as cette peur un peu, parce qu'en gros, dans la société, ok, on accepte l'amour, etc., love is love, voilà. Et en fait, le truc, c'est que la société, elle te dit tout le temps, notamment en pointant du doigt les homos, en mode oh là là, vous pouvez pas faire d'enfants, bah que les couples homos, c'est moins bien que les couples hétéros. Et je pense que du point de vue des personnes gays et lesbiennes, ça peut expliquer une partie de la biphobie ou de la panphobie, justement, parce que t'as ce truc en mode mais ok, mais moi je suis qui pour rivaliser avec quelqu'un du sexe opposé. Tu vois, t'as cette peur en fait qui est irrationnelle, parce que parfois la personne bi elle veut vraiment sortir avec quelqu'un du même sexe, genre voilà, elle s'en fout, tu vois, c'est juste un éventail de possibilités qui s'ouvre à elle. Nous, quand on est des personnes homosexuelles, ben on a une certaine je pense jalousie envers vous, entre guillemets, enfin un truc comme ça, tu vois, parce que nous on a que entre guillemets les personnes du même sexe, alors que en même temps c'est pas plus désirable, parce que les bi et les pans ils se font invisibiliser, qu'importe relation. Donc voilà, mais tu vois, genre c'est voilà, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, la biphobie de la communauté lesbienne ou gay, bah, elle peut pas mal s'expliquer par le contexte de la société de manière générale. Mm. Oui, alors oui, je suis d'accord avec toi, elle peut s'expliquer par tout ça, mais je trouve quand même que la communauté LGBT, elle est née pour être une communauté d'entraide. Et du coup, je comprends pas qu'il y ait certaines personnes qui se laissent aller à une phobie, que ce soit biphobie, panphobie ou peu importe, hein. Il y a même des personnes dans la communauté LGBT qui sont par exemple lesbiennes ou gays ou bi, qui voient mal la transidentité aussi. Donc Ouais, je me dis que quand on fait partie d'une communauté où on a du mal déjà à être accepté et où on est censé tous s'entraider, c'est quand même dommage de voir qu'il y a certaines personnes qui polluent en fait cet environnement qui est censé être safe en fait pour nous tous qui sommes un peu rejetés du modèle hétéro. Complètement, ouais. Et après, quand on disait réducteur, on en avait parlé avec Paul, mais en gros, c'est d'être considéré comme le gay ou tu vois, la lesbienne. Ouais. Quand on est présenté à des amis, donc tu vois, ça c'est vrai que c'est hyper réducteur, quoi. Ouais, bah Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, la pan, la bi, la... En fait, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise tu sais, on va à cette fête-là et il y a un tel qui est gay, il y a un tel qui est lesbienne, ou il y a un tel qui est bi, histoire de te dire, voilà, tu seras pas seule, t'auras des amis LGBT, tu vois. Donc ça part d'un bon sentiment, c'est mignon, tu vois. Mais en même temps, t'es là en train de te dire, oui, mais c'est juste des gens, ils ont pas à être définis par ce qu'ils sont sexuellement. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fiche, je peux très bien m'entendre avec une personne qui est gay qu'avec une personne qui est hétéro. Enfin, j'ai pas d'hétérophobie, je m'en fiche, tu vois. Ouais, grave. Et ouais, du coup, des fois, ça part d'un bon sentiment. C'est souvent de la part des hétéros que ça arrive, mais c'est mignon, mais en même temps, tu te dis, je ne suis pas que LGBT. Ouais, c'est ça nous définit pas entièrement, quoi. C'est sûr, ouais. Bah, je pense que moi, le fait d'être gay, ça m'a beaucoup plus impacté, même de manière globale. Et rassuré. En tant que personne lesbienne ou gay, bah, je pense qu'on peut avoir l'impression parfois d'être écrasé
par rapport à tout ça, en mode oui, mais non, mais accepte d'être fluide sexuellement, alors que nous, tu vois, genre on est juste attirés par le même sexe. Et personnellement, je me suis beaucoup construit par rapport à ça. Parce que je subissais l'homophobie au lycée et après je me suis intéressé à des trucs LGBT, j'ai fréquenté des soirées LGBT, la plupart de mes amis sont LGBT et Je pense que ça dépend des gens et des voilà. personnalités. Il y en a qui ont besoin de se retrouver dans une certaine communauté. Comme toi, Paul, je pense que tu as eu besoin à un moment de ta vie de te dire, voilà, moi je suis comme ça et j'ai besoin d'être avec des gens qui sont comme moi pour voir si vraiment j'arrive à m'y retrouver. Et il y en a qui pas du tout vivent dans leur coin. Par exemple, il y a aussi des gays qui vivent un peu dans leur coin et qui disent oh la communauté LGBT, moi j'ai jamais fait de gay pride, ça m'intéresse pas tout ça. Moi je suis très dans mon coin, je vis ma petite vie et c'est tout. Je pense que ça dépend vachement des personnalités. Il y a des personnalités qui ont besoin de vivre avec d'autres gens comme eux, de s'inscrire dans une communauté. En fait, on en vient aussi à l'idée du communautarisme finalement. Et il y a des gens qui, pas du tout, n'ont pas besoin de s'identifier, n'ont pas besoin d'avoir de modèles ou quoi. Je pense que ça rentre pas mal aussi dans... Enfin, peut-être du coup qu'on va pouvoir basculer sur la deuxième question. Exact. Si on peut trouver une transition. Penses-tu que la communauté LGBT+ joue un rôle dans le cadre de la représentation aujourd'hui ? Moi, j'aimerais bien parler personnellement de mon expérience, du coup. Enfin, parce que voilà, nous, on est étudiants à Paris maintenant, on est en Île-de-France. Pour être originaire de province, entre guillemets, il y a quand même vraiment une dichotomie entre, justement, être LGBT à Paris ou être LGBT, enfin en tout cas gay, pour ma part, gay en province. Parce que, comme je l'ai dit, le premier couple gay que j'ai rencontré, c'était à 15 ans, à Paris. Et avant, quand j'étais petit, je savais qu'il y en avait parfois, mais en fait, c'était des non-dits d'expérience pour avoir rencontré d'autres personnes qui sont de province et même de petites villes ou de campagne. C'est compliqué d'avoir des représentations, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout la réalité que j'ai vécue. Et en arrivant à Paris, oui, là, Enfin, après, c'est aussi avec les études que je fais, parce que c'est des études de lettres, etc. Mais voilà, quoi, t'as vraiment une différence de vécu, de représentation selon où t'habites en France. Ouais, alors moi j'ai toujours vécu en région parisienne, en banlieue, et je peux te dire que j'ai vécu un peu la même chose jusqu'au lycée. En fait, au collège, il y a une fille qui s'est rendue compte qu'elle était lesbienne, enfin elle s'est définie un moment comme lesbienne en troisième, et en fait à ce moment-là, elle a été rejetée par tout le monde, elle a dû changer de collège, etc. Et c'était et pour moi c'était les moments où je commençais à me poser des questions, et pour moi c'était un peu le ouais, mais si je suis comme elle, ça va être compliqué quoi. Et j'ai commencé à très mal très mal vivre en fait ce qui lui était arrivé, ce qui pourrait m'arriver, etc. Et quand je suis arrivée au lycée, la première année, c'était un peu... J'avais pris conscience que j'étais pas hétéro. Mais voilà, les personnes proches de moi le savaient peut-être. Je sortais avec un garçon à l'époque, je lui ai dit. J'avais quelques amis qui étaient au courant, mais sans plus. Et quand je suis arrivée en littéraire, là d'un coup, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit tu serais pas bisexuelle? Je la regarde et je lui dis mais comment tu sais ça, toi? Et elle me dit je sais pas, j'ai un radar qui me dit quand les gens sont pas hétéros. Et elle me dit enchantée, moi je suis je lui dis toi aussi t'es bisexuelle du coup? Et elle me dit non, moi je suis pansexuelle. Et voilà comment j'ai découvert la pansexualité. Et en fait très intéressant, très très intéressant, parce qu'elle m'a parlé des expériences avec les trans, etc. aussi, chose que pour moi j'avais jamais vu de trans de ma vie. J'ai découvert ça que très récemment en fait, les trans, voir pour de vrai entre guillemets, parce qu'on les voit, on en voit à la télé et tout, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais en rencontrer dans la vie, ça arrive pas forcément. Et moi j'en ai rencontré à la Gay Pride, mais j'ai pas d'amis qui a une transidentité, etc. Et j'avoue que j'ai toujours cette question de me dire, je me dis pansexuelle, mais est-ce que j'arriverais à me dire... en fait, il y a deux questions qui se soulèvent dans cette idée-là. Ouais, est-ce que t'arriverais, entre guillemets, à sortir avec une personne et en même temps, trans? je me dis, mais en même temps,
une personne trans, c'est pas vraiment une personne trans. Parce qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui se dit femme ou homme. Et on doit ça dépend, t'as aussi les non-binaires. Oui, ou non-binaires, voilà. Mais comme moi, je suis censée être attirée par les trois, et ben, c'est quand même quelqu'un qui est né à la naissance avec, du coup, un sexe biologique qui ne correspond pas à ceux avec le quoi il se définit. Mais ça veut dire qu'il se définit comme étant quand même dans un genre, là, pour la plupart en tout cas. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né avec un sexe masculin et qui se dit femme, bah pour moi, c'est une femme. C'est pas forcément un trans, tu vois, c'est une femme. Et du coup, il y a cette double chose de me dire, est-ce que tu te dirais, à ce moment-là, quand il s'agit d'amour, est-ce que tu te dirais, c'est une femme, tu aimes les femmes, il n'y a pas de problème, ou est-ce que c'est la transidentité qui prendrait le pas, et est-ce que tu te dirais, voilà, c'est une personne trans, est-ce que ça peut ou pas te poser problème en amour, parce que en soi je m'en fiche qu'une personne soit trans ou quoi, elle fait ce qu'elle veut, mais en amour on doit quand même partager la vie de quelqu'un, donc il faut quand même réussir à l'accepter un minimum. Tu vois, ça illustre bien le fait que, enfin comme je l'ai dit avant, genre la communauté LGBT+, ok, c'est une grande communauté, mais on est quand même chacun notre petite communauté avec nos petits trucs, et genre c'est pas un mal du tout, mais justement je sais que perso, le fait d'être gay, après c'est avec ma propre sensibilité, etc. C'est pas forcément tous les gays qui vont faire ça, mais j'ai essayé de m'informer un peu sur les autres lettres. Mais en soi... C'est l'ouverture d'esprit, en fait. T'as l'ouverture d'esprit, et après il y a le côté pratique de comment se définit la personne elle-même, et puis comment tu l'abordes, en fait. Encore une fois, je pense que c'est une question de personnalité. Ok. Les gens qui sont ouverts d'esprit, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont gays, lesbiennes, bi, trans, qui ont une phobie par rapport à d'autres identités ou d'autres orientations sexuelles. Donc finalement, je pense que c'est vraiment comme le sexisme, comme le racisme, comme toutes les discriminations, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment une question de personnalité finalement. Et donc du coup, pour répondre à la question, est-ce que la communauté, elle joue un rôle dans la représentation justement, pour s'identifier? Est-ce que toi, du coup, t'as eu cette première approche, on va dire, négative en fait, avec la fille au collège, donc ça t'a fait un peu peur, et après, t'as pu rencontrer d'autres personnes, et c'est comme ça que t'as pu t'identifier en fait? Ouais, c'est ça. C'est que j'ai vu, par exemple, la fille qui était pansexuelle, qu'elle vivait ça super bien et que il y avait une grande libération et tout. Et au lycée, tout le monde savait que j'étais au début bi et ensuite pan, et ça n'a jamais posé problème. Donc en fait, si t'avais pas eu cette identification, enfin cette représentation-là, cette étiquette et ces connaissances, tu serais resté un peu dans le flou. Je sais pas, parce que on avait toi-même, aussi un t'aurais fait tes recherches, etc. Ah non, j'ai toujours fait des recherches, etc. Okay. Je regardais aussi la chaîne dont on parlait tout à l'heure avec Louisiane et Carla et tout, qui m'ont vachement aidé à me développer, etc. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans notre classe, où du coup il y avait la fille pansexuelle, moi-même, il y avait aussi un garçon qui savait qu'il avait des attirances pour les hommes, mais il savait pas s'il se définissait, un peu comme toi Cynthia finalement, il savait pas s'il se définissait comme gay ou pas, ou comme bi. Parce que c'est difficile à porter aussi. Et en fait, ne pas savoir, ça ne nous a jamais posé problème, nous aux autres, et ni à lui en fait. Il s'est toujours dit, moi je suis comme je suis, et si j'arrive pas à mettre de mots sur ce que je suis pour l'instant, et c'est pas grave. Ok. Ouais. Et voilà, donc du coup je pense que, oui, il y a une représentation importante qui peut se faire, mais en même temps on n'est pas obligé de se sentir représenté par la communauté LGBT. Ok. Ni par une lettre même. Donc la troisième question, c'est est-ce que tu considères qu'on est actuellement dans une vraie révolution sexuelle, dans le sens où on voit émerger des modèles de couples différents, avec les trouples, les couples libres, et avec des modèles de sexualité différentes qui naissent et qui se théorisent notamment grâce à Internet. Qu'est-ce que t'en penses de cette révolution sexuelle au XXIe siècle ? Alors, je pense qu'il y a
on peut pas parler d'une révolution sexuelle, mais de révolution sexuelle au pluriel. D'accord. Déjà en fonction des périodes, puisqu'il y en a déjà eu auparavant, hein, il y en a déjà eu dans les années 60, il y en a déjà eu avant même. Hein. Je pense que c'est propre à chaque siècle en fait d'avoir sa propre révolution sexuelle. On peut parler aussi des années 80 en Espagne avec la Movida, où c'est une grande libération sexuelle, etc. Donc je pense que c'est pas propre au 21e siècle, c'est plus une continuation de ce qui s'était déjà passé dans certains pays précédemment et notamment en Europe. Après, je pense qu'il y a effectivement des révolutions sexuelles qui se font un peu plus précisément, avec notamment les modèles de couple différents, comme les couples libres, qui sont presque à la mode en fait en ce moment. C'est vraiment un modèle que chacun teste ou ne teste pas, ou teste et va conserver ou ne va pas conserver. Enfin, moi personnellement j'ai fait l'expérience du couple libre qui s'est bien passé ou mal passé, ça dépend des fois, et c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait, mais c'est quelque chose qui pour moi, dans mon expérience, dépend en fait vachement de la personne avec qui vous êtes. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que ça peut très bien marcher avec une personne, comme ça peut pas marcher avec une autre, et en fait on peut aussi se rendre compte que c'est bien au début. Alors, pour moi, il y a une certaine évolution qui se fait dans un couple. C'est-à-dire que on peut, au début, il vaut mieux être en couple normal parce que... après, c'est que ma vision. Hein. Mais moi, j'ai expérimenté ce fonctionnement-là et je l'ai trouvé plutôt bien. C'est-à-dire qu'être en couple juste à deux au début, parce que il faut aussi apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance. Ouais, bien sûr. Ensuite, on peut s'ouvrir aux autres en faisant un couple libre, etc. Si ça convient, on peut garder cette forme. Mais ça dépend des gens, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir construire une vie à deux, et seulement à deux, et qui voient ça comme une sorte de rite de passage. Enfin, moi, c'est plutôt mon cas. Pour moi, c'était un peu un passage. Et ensuite, qui vont revenir vers un couple plus traditionnel. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a cette possibilité d'en discuter avec des gens et on a une ouverture d'esprit, une liberté qui permet en fait de faire émerger ce genre de relation en fait, qui n'était pas possible et envisageable avant en fait. Oui, et on a aussi la liberté de changer d'avis, c'est très important ça. C'est qu'on a la liberté de dire voilà, je veux ça, mais finalement ça ne me convient pas, donc je reviens sur ce que je dis et je vais pas faire ça. C'est ça qui est novateur, vraiment en fait. Cette liberté du consentement, que ce soit le consentement sexuel ou le consentement dans le couple, il est assez incroyable parce que vraiment maintenant on se rend compte que avec l'accord de l'autre, avec son consentement, on peut franchir toutes les barrières. Et c'est magnifique à mon sens. C'est spécifique à cette époque-là aussi. Hein. Cette liberté de pouvoir prendre des choix, de les assumer. Alors de les assumer au grand jour. Au couple traditionnel, on était vraiment enracinés en fait dans ce couple-là et il fallait le subir quoi. Après, ça existe depuis toujours, je pense, hein, les trouples, les couples libres, etc. Hein. Je pense qu'on n'a rien inventé. Ça s'est popularisé en fait. Mais je pense que Internet a beaucoup aidé à ça. On peut se renseigner. Avant, genre les gays et les lesbiennes dans une certaine mesure, je pense qu'ils faisaient leur bail quand même de troubles et tout, machin, mais en tsum-tsum ou genre dans les milieux LGBT seulement. Ouais. Et là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup plus largement avec Internet. Justement, là, ce qu'on est en train de faire, avant, c'était pas possible. Ou les vidéos YouTube sur les meufs qui sont en mode oui, j'ai essayé le couple libre, je vous en parle, c'était une bonne expérience. Ou justement, les gens qui font leur coming out beaucoup plus massivement, les médias qui encouragent ça, etc. Et je pense que... Et puis même la représentation via les séries et compagnie. Enfin, moi, je parle de... You Me Her. Ouais, c'est ça, You Me Her. You Me Her, par exemple, c'est une révélation dans l'idée du trouble. Ah, mais clairement, au cinéma. Ça, c'est grâce à Netflix. Enfin, si on peut pas parler de révolution sexuelle, enfin d'une vraie révolution sexuelle, je pense qu'on peut au moins parler d'une révolution sexuelle numérique. Ouais. Dans le sens où même médiatique. Même médiatique. Ouais, bien sûr. Je dirais plus largement médiatique, ouais. Enfin, moi, je dirais numérique de mon expérience. Parce que quand j'étais ado, je fréquentais un peu des forums LGBT, tout ça, enfin, plus particulièrement homosexuels. Et ouais, je sais que ça m'a pas mal aidé d'en parler.
Et même j'ai rencontré mes premiers amis gays à Paris comme ça, avec un groupe Facebook consacré aux gays et aux mecs bi. Et ça aurait pas été possible avant. Et même, j'avais fait des petites recherches et tout. Et j'avais vu que, du coup, ça c'est dans le plus. Mais la communauté asexuelle, elle a réussi à se fédéraliser en France sur un site internet qui s'appelle, je sais plus comment, mais c'est vraiment en France au début des années 2000 que ça a été possible et que justement cette communauté asexuelle elle a été créée, etc. Donc je pense que on est dans la révolution numérique, elle encourage cette exploration aussi, puisqu'on a et mine de rien pour mon intro j'ai utilisé internet pareil, donc on a accès à des ressources, à des modèles de couple, à des sexualités, à des orientations sexuelles, etc., à des témoignages qu'on n'avait pas avant, et où avant c'était seulement dans les milieux communautaires ou alors même les gays. Maintenant ils se rencontrent sur Grindr par exemple ou d'autres applis, mais avant ils devaient se rencontrer dans la rue ou dans les bois ou voilà. Dans des milieux cachés quoi. Ouais voilà, et je pense que internet aide beaucoup à ça. Ouais. Du coup on va passer au sentiment d'appartenance et on a cette première question. À partir de quand on peut se dire qu'on fait partie de cette communauté LGBT+, notamment sur sa légitimité, à partir d'un certain âge, un coming out ou un élément déclencheur qui fait qu'on se dit ça y est, je suis dedans. Et après c'est des exemples, il y a plein de... Ouais. En fait, ce que vous me demandez, c'est comme me dire à partir de quel moment dit-on que je suis catholique ? Est-ce que c'est quand moi je l'ai choisi ou c'est parce que mes parents l'étaient ? Non, c'est l'appartenance, on va dire, pas l'ouverture d'esprit ou la réflexion, mais vraiment l'esprit de communauté, tu vois. L'esprit de communauté, je pense qu'il faut avoir vécu un moment de communautarisme en fait, genre tout une simplement. Pride, tu vois, ou une Pride ou un forum comme dont parlait comme Paul l'a vécu en fait finalement. J'allais t'appeler par ton nom de famille. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te remet ta petite carte d'adhésion, tu vois, c'est un peu toi qui te l'attribue tout seul en fait, tu vois. Ouais. En fait, je pense que ça peut se vivre de deux manières. Soit on se dit qu'à partir du moment où on a fait notre coming out à nous-mêmes et qu'on a envie de faire partie de cette communauté, un peu comme un peu dans la religion finalement. C'est-à-dire que quand moi je l'ai décidé... Non, mais finalement, pour moi, en fait, la communauté LGBT, c'est un peu une religion, finalement. C'est un truc dans lequel tu... C'est une idéologie, c'est quelque chose dans lequel tu crois ou dans lequel tu crois pas, en fait. Il y a des gens qui sont gays, qui sont bi, qui sont lesbiennes, qui sont trans, et qui vont dire que moi, je n'appartiens pas à la communauté LGBT. Je ne me sens pas LGBT. C'était intéressant ce qu'elle disait, Cynthia, parce que là, on a un peu débriefé de ça avant. On en parlait avant. Et c'était super intéressant ce que tu avais dit sur le côté mouvement social, etc. Du coup, ce serait cool si tu pouvais en reparler un peu. Alors oui, en fait, moi, c'est pareil. Si je dois parler en mon nom, je dois dire que c'est un peu comme toi. En gros, ce côté, une idéologie, tu vois. Plus qu'une communauté physique, tu vois. Où tu rentres avec ton petit badge, mais c'est vraiment l'idée de se dire j'adhère à ces valeurs-là, j'adhère en fait à ce mouvement. Et c'est... Alors moi je fais pas le parallèle avec la religion comme toi, mais je faisais pas le parallèle, tu vois, un peu politique, tu vois, de se dire c'est comme l'idéologie, je sais pas, communiste par exemple. C'est comme un parti politique un peu. Ouais, c'est presque ça, mais après c'est vrai que c'est in fine, tu vois, la communauté, elle a des ambitions politiques aussi. Donc, mine de rien, on peut faire ce parallèle aussi, je trouve, avec l'idéologie politique en vrai. Voilà, c'était mon idée dessus. Ouais, si je peux parler de mon expérience personnelle. Enfin, en gros, j'avais mon premier crush, premier gros crush sur un mec, mais en même temps j'étais un peu amoureux entre guillemets d'une fille. Du coup je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'avais dit à mes parents et à des gens que en gros j'étais attiré par les gars sexuellement, physiquement, mais que je tombais amoureux des filles.
Du coup, ça a été un peu assimilé à de la bisexualité par moment, parfois. La première fois où vraiment je me suis dit, ah non, c'est bon, je suis gay, c'est quand j'ai eu mon premier copain. Ah ouais. Quand j'ai eu 15 ou 16 ans. Parce que avant, j'avais fait un peu des tentatives de coming out gay en mode voilà, les meufs, bon, c'est plutôt une amitié forte en fait. Mais les gens, justement, ils me demandaient, mais comment tu sais que t'es gay en fait? T'as jamais testé avec c'est des meufs? C'est par la pratique quoi en fait. Ouais, la pratique. Mais en tout cas, dans mon cas, puisque avant, je pense que je me sentais pas vraiment légitime. Ou enfin, il y avait un truc qui était pas actif. Et voilà, et vraiment quand j'ai embrassé pour la première fois un gars, mais en plus c'était le 31 décembre à minuit. Donc, voilà. Mais vraiment, et qui m'a tenu dans les bras et tout, mais je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, vraiment, je veux finir ma vie avec un homme en fait. Plus tard, je veux un mari. C'est exactement pareil, vraiment. C'était une idée qui me trottait dans la tête, mon attirance pour les filles, et il fallait vraiment que je la mette en pratique en gros. Et c'est pareil, c'est le moment où j'ai embrassé une meuf et j'ai ressenti vraiment tout ce que j'avais jamais ressenti avec des mecs, quoi. Donc c'est vrai, donc. Ouais. Mais après, ça c'est pour savoir si on est vraiment gay, lesbienne ou autre. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt par rapport à l'appartenance, tu vois, à la communauté. Mais je pense que. Je sais pas si l'un et l'autre est lié, genre ça y est, je suis lesbienne, du coup je fais partie de la communauté. Qu'est-ce que t'en penses, Céline? Est-ce que le moment où tu l'as expérimenté, tu t'es dit je fais partie de la communauté, ou il a fallu que t'ailles par exemple en discuter avec d'autres personnes ou participer à des événements pour. Du coup, on peut passer à la question précédente, enfin la suivante, vu qu'elle est. C'est en lien, mais du coup, comment il s'exprime ton sentiment d'appartenance à la communauté, si t'en as un? Moi, je me suis ressentie vraiment en symbiose avec la communauté quand j'ai fait la Pride. C'est vraiment le truc en qui 2019, rassemble, mais parce que si je pense qu'on est tous les trois d'accord sur ça, pour le coup. C'est tellement fédérateur. Mais parce qu'aussi je faisais la Pride avec ma copine, tu vois, genre avec ma première copine. Mais ouais. C'était ma première vraie copine. Ouais. J'étais contente, voilà, j'avais l'impression de. J'avais une pancarte avec écrit je veux la PMA, yes I love a girl. Genre j'étais à fond, tu vois. Genre moi j'y suis allée en faisant des free kiss, des free hugs, pardon. On va pas faire des free kiss quand même. Ma copine n'aurait pas été contente. Mais ouais, et là j'ai ressenti une espèce de symbiose parce que je me suis dit waouh, tout le monde est vraiment hyper sympa ce jour-là. C'est vraiment un jour trop spécial. Il y a un truc qui te porte en fait. Genre vraiment, c'est vrai que c'est marrant parce que du coup on l'a tous les trois ressenti un peu pareil. Ouais. Après, mon sentiment d'appartenance, je dirais qu'il est né vraiment quand j'ai fait un peu mon coming out, parce que pour moi c'était dire voilà, maintenant c'est fait, c'est dit, je suis LGBT, je suis pansexuelle et ça ne changera pas. Maintenant vous pouvez dire tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. et ouais, c'était un peu ça, c'était un peu dire au monde voilà, je suis comme je suis et les choses font que je suis pansexuelle. Et voilà, et du coup, je suis dans la communauté LGBT, je partage l'esprit LGBT. Donc à partir de la Pride, du coup, tout ça Ou avec ta copine Ou avant Moi, je dirais que c'était un peu avant. Quand j'ai découvert, en fait, que j'ai commencé à me dire que j'étais bi, j'ai commencé à me dire, voilà, j'appartiens peut-être à la communauté LGBT. Quand j'ai découvert vraiment que j'étais pas hétéro, je me suis dit, voilà, je suis LGBT. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce que c'était que la culture LGBT, les valeurs LGBT. Et je pense qu'une fois qu'on adhère à ces valeurs, à cette culture LGBT, là, on peut dire que je me sens LGBT. Mais si vous dites, je me sens LGBT juste parce que... je suis gay, mais que j'y connais rien à la culture LGBT. C'est... Après, c'est pas plus mal. Hein. Non, chacun vit comme il veut. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui se considèrent pas comme LGBT et on s'en fiche. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Mais je trouve que c'est difficile de se dire qu'on se considère comme LGBT, c'est-à-dire en faisant partie de la communauté, si on n'a aucune conscience de ce que c'est que cette communauté. Je dis pas qu'il faut avoir vécu la Pride pour le savoir. Mais il faut au moins s'y être intéressé et se reconnaître dans son système de valeurs. Et du coup, toi, au début, c'était quelque chose un peu... ton sentiment d'appartenance, au final, c'était quelque chose d'un peu immatériel. Ouais.
Enfin, dans le sens où justement on se demandait S'il fallait faire partie d'une association, voilà, par exemple. ou s'il fallait forcément fréquenter des événements LGBT, des bars gays ou lesbiens, avoir des amis LGBT Non, pour faire partie. je pense que ouais, de ça la peut être communauté. assez immatériel au début, mais je pense qu'il y a un moment donné dans sa vie où Il y a plusieurs stades. voilà, où on a besoin bah, Mais pourquoi tu me regardes? Cynthia, elle a peur là. Elle est là, genre, oh. Non, mais c'est pas... Non, il dit ça, en fait, il en rigole parce que moi, j'ai jamais été dans une association, j'ai pas un grand entourage et comme tu dis, je pense qu'il y a une forme de communautarisme qui me plaît pas ouais, forcément. je comprends. Je suis pas contre, mais... Qui t'effraie en tout cas. Non, ça m'effraie Ah pas. ouais. Non, Je non, sais ça... pas, parce que tu m'avais dit que le mot lesbienne. Oui, par contre, ça, c'est autre chose. Je pense, outre la communauté, c'est vrai que j'ai du mal à me dire lesbienne. Déjà parce que j'ai un idéal hétéro qui est assez ancré et bon, qui est véhiculé par ma famille. Et j'avoue que ça me colle un peu, voilà. Et puis c'est vrai que le terme lesbienne, on en parlait et on en parlera. Oui, on en parlera. On invitera des lesbiennes. Mais c'est vrai Et voilà. que le terme est assez fort, je trouve, de se dire lesbienne. C'est assumer déjà d'être une femme et assumer d'être lesbienne, c'est quelque chose, quoi. C'est encore plus compliqué, c'est un double combat, en fait. Au-delà de féministe, etc., franchement, se dire lesbienne, c'est... Ouais, autre chose que juste se dire homosexuel. Oui, ouais, le poids des mots, il est assez fort, je trouve. En tout cas, pour ma part. Après, je sais pas, pansexuel aussi, peut-être que c'est assez difficile à porter. Bah, souvent les gens savent pas ce que c'est, donc c'est dur à porter quand les gens savent pas ce que c'est, parce que souvent ils font des Ouais. amalgames. Mais aussi, c'est surtout que c'est difficile à porter dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, comme on n'a pas tout expérimenté, et bah on sait pas, puisqu'on se dit qu'on est attiré par tout le monde, etc. Mais comme on n'a pas tout expérimenté, bah, on se dit, ça se trouve, je vais me retrouver avec un non-binaire et ça va pas me plaire. T'avais un truc à rajouter sur la... Ouais, perso, bah, sur mon sentiment d'appartenance. Enfin, en ce moment, il est très 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 fort. Depuis plusieurs années. Et justement, j'ai ce truc un peu conflictuel, entre guillemets, où genre, je suis gay, mais en même temps, je sais pas si genre je me retrouve plus dans le mouvement gay ou le mouvement LGBT+. Oh, ça interagit pas mal, quand même. Ouais, ça interagit Ça pas mal, interagit. mais les deux sont quand même... Enfin, d'expérience, les deux peuvent être très isolés, parce que j'ai été dans des boîtes gays Ah. où il y avait que des mecs, ou même j'avais un groupe de potes gays et, au début du lycée, et ils connaissaient pas grand chose sur les autres lettres. Genre les personnes transgenres, bah ils disaient les transsexuels, les bi, bah ils disaient ouais ils sont peut-être pas forcément bi, les lesbiennes on n'en parlait pas, on n'en connaissait pas. Après, ça, c'est l'éducation aussi. Oui, Au sein de la communauté et en dehors de la communauté, c'est une éducation, après, je pense. et je pense que enfin par rapport à... Enfin je veux pas me donner un cookie, mais je pense que par rapport à d'autres gays, je suis relativement informé sur les autres lettres. Et justement, bah, ok, t'as une communauté LGBT+, mais t'as le LGBT, et le G, en plus, bah, il est beaucoup plus représenté, faut le dire, faut être honnête, que les autres lettres. Bah, historiquement, oui, c'est sûr qu'il était plus présent que les autres. Ouais, mais en soi, même les lesbiennes, tu vois, genre, les lesbiennes n'ont pas la même place dans l'espace public, parce que, bah voilà, j'ai eu de l'homophobie. C'était de une l'homophobie. nécessité, presque, en fait. Ouais, voilà, mais c'était une question D'adhérer, en fait, et de retrouver des gens, c'est une protection, quoi. Voilà, mais de toute façon, c'était une survie, en fait. Donc c'était un mal-être qui a dû être apaisé avec la Ouais, communauté. voilà, en c'est fait. ça, mais je sais Voilà. que bah, moi, la communauté LGBT, j'ai toujours considéré un peu que c'était ma colonne vertébrale. En tout cas, quand j'étais ado, maintenant c'est moins vrai. C'est une deuxième famille, quoi. Ouais, c'est totalement une deuxième famille. Ouais. Enfin, moi, mes amis gays au lycée, même si on est moins proches aujourd'hui, mais ils ont tellement contribué à ce que je suis devenu, quoi. C'est avec eux, mine de rien, que j'ai commencé à... Bah, du coup, ça va pouvoir basculer sur les questions suivantes. Vas-y, magnifique transition. Mais c'est avec eux que j'ai commencé à écouter des chanteuses comme Lady Gaga, comme Madonna, comme plein d'autres choses, qui peuvent être considérées à mes yeux comme des icônes gays, voire LGBT. Bien sûr, il n'y a pas que des LGBT, il n'y a pas tous les LGBT qui les écoutent, pardon. C'est une porte d'entrée, Mais, quoi. ouais, voilà, pour moi, c'est une porte d'entrée vers un tronc commun. C'est culturel. Et du coup, Et voilà. peut-on dire qu'il y a une culture LGBT+, Du coup,
Je rebondis. Qu'est-ce que t'en penses, Céline, sur la culture LGBT, les films, les séries, les représentations dans la littérature Et l'histoire. et l'histoire? Bah, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot culture LGBT, donc je pense que ma réponse, elle est assez, Évidente. elle est assez, ouais, voilà, elle est pas du tout inattendue, quoi. Donc oui, je pense qu'il a une culture LGBT, comme il y a toujours une culture dans n'importe quel phénomène de société, en fait. Donc, Tu parlais des séries tout à l'heure. ouais, bien sûr, bah, les séries, c'est une mine d'or. Les films aussi, c'est des mines d'or, notamment les films lesbiens. C'est des mines d'or parce que on connaît très peu finalement ce sentiment lesbien à travers la culture. Et ces films qui ont fait comme Carole, par exemple, ces films qui nous font prendre conscience que être lesbienne, ça peut être ça, être lesbienne, ça peut prendre cette forme-là. Ouais, t'as genre les spécificités accordées aux lesbiennes, quoi. Voilà, et il y a des films, je crois que c'est Carole, le film où il y a une femme qui est policière et qui donne... qui doit donner sa pension alimentaire à sa compagne parce qu'elle va mourir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que comme elles sont lesbiennes, ça passe moins bien aux yeux de la société. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de se dire que oui, il y a une culture LGBT autour de ça. Et puis oui, comme Paul, tu disais, il y a aussi une histoire LGBT, il y a toute l'histoire des sigles, il y a l'histoire des prides, il y a l'histoire de tout ça. Et du coup, je pense, un peu comme tout à l'heure, je pensais que il y a une communauté LGBT, qu'il y a forcément une culture LGBT. Et c'est important en fait de s'informer et sur ça, ou enfin toi en tout cas pour toi c'est important d'être informé sur l'histoire et sur la culture pour justement faire partie de la communauté. Ouais, Enfin, c'est un pack en gros. Mais moi je suis comme ça dans d'autres choses aussi. Par exemple, je pense que pour être Ça fait vraiment... partie de ton engagement peut-être. Ouais, mais par exemple, parce que ça fait partie aussi de mon engagement d'être française. Être française, c'est connaître la culture de la France, son histoire, ses représentations, etc. Donc être LGBT, c'est pareil pour moi. C'est vraiment parce que je fonctionne devoir, comme ça, quoi. En fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est un devoir. À partir du moment où on se dit qu'on fait partie de telle ou telle communauté, de telle ou telle chose, je pense que c'est effectivement logique et constructif de connaître sa culture. Ouais. C'est intéressant ça. Comme le fait d'être une femme bien sûr. ou quelque chose comme ça. Ok. Oui. Ouais, ça, je suis totalement d'accord sur ce point-là. Parce que perso, jusqu'à mes 16 ans, 17 ans, je portais pas... Enfin, je m'étais jamais vraiment questionné sur l'histoire LGBT. Parce que... je sais pas, pour moi, enfin, je me concentrais surtout sur faut s'assumer, faut se trouver des amis gays et tout machin. Mais une fois que j'étais un peu plus posé, un peu plus serein, je pense que j'ai pu explorer un peu mon identité et ce grand tout qu'on est. Parce que je suis tombé un jour sur une vidéo qui s'appelle Miss Cordelia. Je connais pas du tout moi. Tu connais pas? On mettra un lien dans la barre d'infos. En barre d'infos. Elle avait fait une petite série de vidéos sur l'histoire LGBT et en gros ça parlait de Stonewall. Je sais pas si Céline tu connais du coup. Oui. Ok, et du coup... Tu t'y es intéressé et t'as creusé. Ouais, j'ai creusé un peu et là depuis quelques mois je creuse de plus en plus. Mais c'est passionnant parce que perso, je sais que si j'avais pas été un mec gay, T'en aurais pas entendu parler. Ouais, quoi. voilà, on n'en entend pas parler, notamment de l'histoire française du mouvement vrai. LGBT. Elle est encore plus invisibilisée. Et, c'est vrai, ouais. Et en fait, pour moi, c'est un plus-value en fait de connaître cette histoire-là. Parce que. Une plus-value. C'est une plus-value, ouais, de connaître cette histoire-là parce que c'est mon identité, mais en même temps c'est de la culture générale et perso c'est hyper puissant parce que ça, l'étiquette sociale, le sentiment d'appartenance, c'est là que ça prend forme. Est-ce que du coup tu te sens plus légitime de savoir des choses comme ça? Ouais, je me dis en tout cas que, en même temps on n'a pas besoin d'être des encyclopédies sur pattes. Exact, oui. Genre ça, je trouve. Ça t'enrichit quoi. Ouais, ça donne tout son sens à la communauté LGBT+, à genre pourquoi
ensemble. Et perso, à la première Pride que j'ai faite quand j'avais 15 ans, en seconde avec une amie qui était bi, ben vraiment là je me suis dit mais waouh, c'est tellement puissant quoi, genre je marche pour nos fiertés, pour nos droits, et comme plein d'autres gens l'ont fait avant. Et on est tous ensemble, lesbiennes, gays, bi, trans, asexuels, et intersexes. ça transcende quoi. L'histoire elle te transcende. C'est transcendant, il y a un truc hyper fort. Quoi. Intergénérationnel. C'est beau quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école quoi. C'est des documents, des trucs, des sources qu'on va chercher. Hein. Ouais, on creuse après. Hein. Est-ce que tu critiquerais ça, Céline, cette je sais pas, c'est une non-éducation, enfin. Ouais, cette absence. Désinformation. Je sais pas, je cherche le mot exact. Ce manque d'informations sur l'histoire LGBT. Ouais, voilà. Peut-être. Est-ce que ça devrait être appris au collège, dans l'éducation civique, en cours d'histoire ? Moi, je pense plutôt que ça rejoint une discipline qui est manquante en France, c'est-à-dire l'éducation sexuelle. Parce qu'en fait, ça devrait s'appeler l'éducation sexuelle, mais ce serait pas que le sexe physique, mais il faudrait aussi... Non, je veux dire physique, par exemple, avec tout ce qui est préservatif et compagnie. Ah oui, ok. Ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait aussi que ça nous initie à l'ouverture mentale sur les orientations sexuelles, que ça nous apprenne d'où viennent ces orientations sexuelles. On pourrait créer une formation, Paul. Mais oui, en fait, je pense que ça manque vraiment en France, c'est que on est mal informé sur la sexualité, que ce soit la sexualité physique ou émotionnelle, ou identitaire même. Et c'est dommage, voilà. Donc oui, je pense que c'est à critiquer et ce serait même à creuser. Donc si le ministère de l'Éducation nationale, vous nous entendez un jour, pensez à nous. Exactement. Conclu. Et je conclus. Je pense que c'est encore plus important pour les personnes LGBT+, de connaître la culture LGBT+, l'histoire LGBT+. Pour moi, on apprend une part de nous-mêmes, en fait. Et on comprend pourquoi on est tous liés ensemble, pourquoi les personnes trans, elles sont mises avec les personnes... avec les orientations sexuelles, alors que c'est une identité de genre, etc. Et puis, on comprend qu'il y a une légitimité et qu'il faut toujours se battre et qu'il y a des problèmes de visibilisation, etc. pour les lettres, les différentes lettres. C'est de savoir un peu d'où on vient, quoi. Les racines. Et puis, on apprend d'où on vient. Et puis, je pense que c'est important aussi pour les gens qui se sentent pas LGBT ou qui sont pas dans la communauté, qui sont hétéros, c'est de comprendre ce qui se passe aussi chez les autres, et je pense que ça empêcherait tout ce qui est... Enfin, ça réduirait au moins l'homophobie, ce genre de choses, parce que c'est souvent de l'incompréhension, en fait, face à l'inconnu. Exactement. Et si, du coup, c'était du connu, et ça permettrait de mieux comprendre les choses. Et même, il y a des... je sais des fois, ça m'est arrivé que, genre, des gens hétéros, ils comprennent pas pourquoi j'avais ce besoin viscéral, un peu, cette fierté d'aller à la Pride. Parce que pour beaucoup de gens qui sont pas dans la communauté c'est juste LGBT, une grosse fête, quoi. Voilà, c'est la fête des gays. Ouais, c'est ça. Genre, c'est le festival des gays. Et genre, non, en fait, parce que ça existe depuis genre 60 ans, mais c'est politique, c'est une manifestation et faut pas l'oublier, quoi. Et je pense que c'est un truc que tu vois en voyant nos ancêtres, entre guillemets, LGBT, qu'on marché, qu'on combattu et qui nous ont permis d'avancer un peu. Il y a un devoir de mémoire derrière presque, du coup. On en avait parlé, mais c'est vrai ça fera peut-être l'objet d'un podcast. Bon, je passe à mon petit quiz. Le quiz de Cynthia. On fera un jingle, un post. Grave. C'est le quiz de Cynthia. Donc petit quiz que je vous ai concocté, qui se compose en 3 parties, mais c'est assez rapide. Déjà, la première chose, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a commencé à faire des échelles d'évaluation de l'orientation sexuelle ? Est-ce que vous avez une petite idée, Céline ? Non. Alors, c'est dans les années... Vous voulez donner J'ai pas le droit de dire. Vas-y. Je crois, c'est pas genre l'échelle... Ah non, je pense qu'il y a d'autres trucs avant l'échelle de Kinsey et tout, mais je pense que c'est genre vers les années 60.
Années 50, c'est dans les années 50. Donc c'est le docteur Alfred Kinsey, un Américain qui a inventé l'échelle de Kinsey, de son nom. Et c'était en fait l'émergence des premiers travaux sur la sexualité, en fait, tu vois. Donc en même temps qu'on faisait ça, on a créé une échelle pour permettre de se situer. Et puis après, il y a une deuxième évaluation psychologique. Donc du coup, c'est un peu dans mon domaine, c'est pour ça que je tenais à vous en parler. C'est la grille d'orientation sexuelle de Klein. Ah, je l'ai faite celle-là. Ah oui, tu connais ? Ouais, je l'ai faite. Ah, intéressant. Et du coup, c'est Dr. Fritz Klein qui a créé cette échelle, cette grille en 1978 dans son livre L'option bisexuelle. Et donc, c'était un sexologue, voilà. C'est assez intéressant, je trouve, de c'est savoir... par rapport, c'est pour savoir où on se situe au niveau de la bisexualité, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je l'ai faite. Sur une sorte de grille, en fait. Ouais, c'est pour ça que je l'ai faite. De 1 complètement hétéro à 6 complètement homo. Exactement. Ouais, je l'ai faite, ouais. En fait, il y en avait qui ne réagissaient à rien. Oui, voilà, Et ça, en fait, c'était déjà les asexuels. Alors, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire sur ces grilles-là. Déjà des années 50 jusqu'à maintenant. Pourquoi tu rigoles sur mon drapeau ? C'est avec ton drapeau. Oui, petite interro surprise pour Céline. Non mais PTDR, tout le monde ce drapeau. Mais j'en ai plein. Est-ce que tu peux me faut dire qu'est-ce que c'est parce que les spectateurs vont pas nous Oui, voir. alors pour décrire, il y a une bande rose, une bande jaune et une bande bleu clair. Et je demande à Céline du coup de savoir quel est ce drapeau. Oh là là. Tu rigoles mais c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile parce que j'ai une mémoire des drapeaux qui est horriblement mauvaise. Je sais que je le connais, mais pour vous dire ce que c'est, je pense que c'est la bisexualité, mais je suis pas sûre. C'était ta communauté. Ah, c'était les pans ? C'est les pans. Ah, c'est pour ça que j'ai confondu avec les billes alors. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, pour décrire, c'est un drapeau jaune, fond jaune, avec un cercle violet au milieu. Est-ce que Céline, t'as une idée ? Non, là franchement, je sais pas. Paul, je sais que tu sais. C'est le drapeau intersexe. Intersexe. Parce qu'en fait, le jaune, c'est pour pas la neutralité, mais c'est pour sortir de la binarité du genre. C'est ça. Et le cercle violet, je sais plus. C'est inter, je sais plus. Mais et pour l'autre, c'est comme les Jeux Olympiques. C'est ça. Et pansexuel, c'était en gros le bleu pour la masculinité, le rose pour la féminité et le jaune pour. Pareil que les intersexes, quoi. Neutralité. Genre les non-binaires et tout. C'est quoi. ça, ouais. Bon, après, j'en ai un troisième, c'est celui-là. Tu vois pas ? Alors, pour vous décrire, il y a 4 bandes cette fois-ci. C'est noir en haut, gris, blanc et violet tout en bas. Céline, pour l'instant, c'est un 0 sur 4. Non, je sais pas du tout. Comme je vous ai dit, les drapeaux, c'est pas du tout mon truc. Vous me montrez le drapeau de l'Allemagne et le drapeau de la Belgique, je me trompe. Alors, pour vous dire comment ça se passe. C'est le drapeau asexuel. C'est le drapeau asexuel, en effet. Et du coup, juste peut-être pour une petite... T'as une explication ? Non. Non, mais juste genre une petite définition. Asexuel ? Ouais, juste genre les asexuels, c'est des gens qui n'ont pas de désir sexuel. Mais on fera une émission aussi dessus. Asexuel ou agenre, d'ailleurs. Pour l'identité de genre, il y a agent. Bon, celui-là, je te le montre, mais bon, j'ai peu d'espoir. Non, je vois pas non plus. Je le connais pas celui-là même d'ailleurs. Alors, c'est jaune, en haut, blanc, violet, puis noir. Ah si, je connais. J'allais poser une colle à Paul, là. Non, c'est le drapeau non-binaire. Ouais, c'est non-binaire, c'est ça. Bon, 4 sur 4 pour Paul, qu'on peut applaudir. Les gens non-binaires, c'est les gens qui se reconnaissent ni comme homme, ni comme femme. Et on fera aussi une émission là-dessus. Voilà. Exactement. Et après, pour terminer ce magnifique podcast, je vais clôturer avec des petits termes barbares que j'ai réussi à choper. Et c'est vrai que quand on parle de la communauté LGBT, en vrai, il y a pas mal de termes, de terminologies qui sont assez compliquées, quoi. Vas-y, t'as trouvé des trucs hyper chelous, donc, là. Quelques pépites, c'est vrai. Est-ce que vous connaissez l'équivalent français de queer ? Oui. La traduction. Céline, est-ce que tu sais ? Non. C'est les allosexuels. Alors oui, il y a allosexuel et altersexuel. T'avais jamais entendu parler, Céline ? Non, pour moi on dit queer, c'est tout. Après, c'est jamais utilisé, ça. Ouais, c'est vrai qu'on le retrouve pas. Genre PTDR. Ouais, c'est vrai qu'on le retrouve pas tant que ça, mais en tout cas, voilà, vous savez que ça existe.
Allo, alter, ça vient du latin autre, quoi. C'est une autre sexualité, voilà. Ensuite, vu que j'étais en Italie récemment, eh bien, je vous ramène le terme de femminelli. C'est pas un type de pâte. Qu'est-ce que ça vous évoque, femminelli? Je sais pas, c'est pas les gays féminins? Alors, c'est ça, en fait, exactement. Paul, il fait un sans faute. C'est les transgenres et les homosexuels efféminés dans la culture napolitaine. Femina, qui veut dire féminin, et feminella, pour dire une petite femme, quoi. Voilà. Ensuite, le dernier terme, c'est androphile, gynophile et ambiphile. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, c'est... Enfin, pardon Céline. Non, vas-y, Paul. Tu connais pas? Androgyne, si, mais les autres, non. T'as une idée? Oui, c'est pour en gros, notamment pour les personnes non binaires. Mais je trouve c'est, enfin personnellement à juste titre, à titre personnel, je trouve c'est un peu mal foutu comme mot parce que en vrai ça peut inclure les gens hétéros aussi, donc. Mais quelle est ta définition, Paul? Montre-moi les mots parce que je me rappelle plus des mots. Androphile, gynophile et ambiphile. Je sais que gynophile, je crois que c'est genre les gens en gros attirés par la féminité ou genre attirés par les gens qui ont des vagins. Alors, en Du fait, coup, c'est pour les gens qui sont non binaires et tout ça, je sais. pas forcément. Androphile, c'est une personne qui apprécie la compagnie masculine et gynophile, quelqu'un qui apprécie la compagnie féminine. Et Donc l'autre. c'est pas forcément une attirance sexuelle, quoi. C'est juste apprécier cette compagnie. Et l'autre, c'est Et quoi? ambiphile, c'est quelqu'un qui apprécie les deux. Non mais je sais que ça, genre j'avais lu sur internet, sur le forum Vie en Queer, que genre c'était repris notamment par les personnes non binaires ou quoi, ou même les gens Ah ouais cisgenres, mais parce que en gros pour sortir des cases Ok. binaires, genre homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, etc. Parce qu'en gros quand genre t'es hétérosexuel ou quoi, tu te définis quand même par rapport à ton genre, à ton Ouais, sexe, ouais, à c'est toi. Et du coup, pour une personne non binaire, ça peut être compliqué de se dire hétéro ou homo. C'est vrai. Et après, vous connaissez sûrement la misogynie. Mais est-ce que tu connais son contraire, son antonyme de misogynie? Alors. Si on prend les mêmes racines. Ouais, mais moi je suis nulle en latin et en grec, alors. Ah. Du coup, ça serait Je connais, misandre. Je Ouais. connaissais. C'est misandre, la misandrie. Donc pareil, ça vient de misos, la haine, en grec. Gyné, qui veut dire femme, et aner, homme. Donc ça serait la haine de la femme, la misandrie, et la haine de l'homme. Non, c'est l'inverse. En fait, tellement tu te doutes que je connais la réponse, tu me demandes Je même te demande plus, même quoi. plus, je peux. C'est ça. Et enfin, si vous êtes adepte des plans à 3, vous voilà trioliste. Yes. Je sais pas si vous connaissiez ce terme de trioliste, mais enfin, voilà, c'est cadeau, c'est donné. Après, c'est pas forcément que pour les LGBT du coup. Non, c'est un terme générique, voilà, c'est un terme général. Pour votre culture perso. On fait une petite place aux hétéros dans ce podcast. Exactement. Et voilà, j'espère que ça t'a plu du coup, Céline, de participer à ce premier épisode qui était un crash test. Ouais, c'était sympa, mais c'était intense. Hein. C'était long, ouais, c'est vrai que c'était compliqué à se mettre en C'était place. comme une longue partie de Jambes en l'air, en fait, avec Paul qui intervenait souvent. Mais en fait, c'est nous le trioliste. Nous sommes triolistes là. Ouais, non, mais c'était une chouette expérience. Franchement, je suis très contente d'avoir fait ça avec toi, Paul, et avec toi, Céline. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et, Peut-être qu'un jour je reviendrai. Et oui, peut-être. oui, peut-être pour parler de pansexualité de manière plus complète. Exact. Paul et moi te remercions d'avoir écouté le premier épisode de ce podcast jusqu'à la fin. C'était une longue discussion avec ses qualités et ses défauts, mais j'espère qu'il aura satisfait ta curiosité. À bientôt dans LGBT quoi ?